Merci beaucoup. Je vais saluer nos intervenants qui se présenteront. Donc, on va parler des états généraux annuels de l'alimentation 2021 et 2022. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a des résolutions, des manifestes. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui vont se passer. Nous aurons Florence Duprat qui va nous en parler. Florence Duprat, directrice de l'Open Agri-Food. Et là, nous avons le plaisir d'écouter Valérie Bonnement. Je commence par vous. Vous êtes la seule dame de ces invités. Je vais prendre Monsieur Toris, Jean-Paul Toris, et vous pourrez vous présenter après. Brice Volin et Jean-Baptiste Léger. Donc, je vous laisse vous présenter. L'idée, c'est une présentation relativement brève, mais punchy, de Florence Duprat. Et puis ensuite, nous passerons la parole d'abord à Monsieur Toris, s'il le veut bien, de manière à nous parler des états généraux comme il les a vécus cette année pour l'ANIA, si j'ai bien compris, et comment il a vécu aussi les différents ateliers auxquels il a participé, où l'ANIA a pu participer. Et puis ensuite, nous donnerons la parole à Madame Bonnement, et puis peut-être ensuite à Jean-Baptiste, mais vous pouvez intervenir. Et enfin à Brice, si ça vous va, Brice. Et je vous laisse bien évidemment vous présenter tout d'abord. Monsieur Toris, peut-être? Très bien, je vais peut-être permettre juste une seconde pour parler plus clairement. Donc, je suis Jean-Paul Toris, je suis directeur général du groupe Savencia et aussi premier vice-président de l'ANIA. Donc, c'est à ce titre-là que j'ai participé avec plaisir à Open Agri-Food et à une table ronde animée de façon très intéressante par Olivier Dauvert avec des personnes tout à fait passionnées comme moi d'éducation à l'alimentation, en la personne de Christiane Lambert et Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie française, nommé par le président Macron. Donc, c'était tout à fait intéressant. Ce qui nous a rassemblés, c'est soutenir une initiative d'ailleurs qui est lancée par Open Agri-Food, qui est la promotion de l'introduction d'une éducation à l'alimentation à l'école, dans le cycle de formation des enfants. Pourquoi? C'est très simple, hein. Tout le monde connaît l'impact de l'alimentation sur la santé. Tout le monde sait que 17% de la population française est obèse. Tout le monde sait qu'on dépense des fortunes pour traiter les désordres causés par une alimentation déséquilibrée. Et l'alimentation ne fait pas partie du cursus d'apprentissage des enfants. Ça nous paraît un manque énorme aujourd'hui. Ça nous paraît évidemment beaucoup plus intelligent de prévenir que de guérir et d'éduquer les enfants à quelque chose qu'ils font tous les jours. Ça, c'est le seul truc dont on est sûr, c'est qu'ils ont besoin de manger, de grandir en bonne santé et d'apprendre à manger correctement. Or, c'est vrai que le rapport des familles, des enfants à l'alimentation est de plus en plus lointain, hein. C'est-à-dire, comme le disait si bien Christiane, monsieur, vous êtes chez Lidl, je crois, hein. Il y avait une pub d'un de vos concurrents qui m'avait fait beaucoup rire, mais qui est significative. C'était Intermarché qui montrait des légumes à des enfants et il leur disait qu'est-ce que c'est? Et prenez un enfant urbain d'aujourd'hui, il est incapable de reconnaître une courgette et de la distinguer d'un concombre. Et quand on lui dit que la patate douce, c'est pas pour faire des frites, mais que ça se mange plutôt autrement en purée, que c'est plutôt sucré. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un éloignement de la culture, hein, puisque l'un des premiers axes de l'option de l'éducation à l'alimentation que nous voulons promouvoir, c'est de retrouver le rapport à la terre, aux produits bruts, aux produits qui va être ensuite transformé, quelquefois ultra transformé par l'alimentation. Je suis représentant de l'industrie agroalimentaire. Nous transformons l'alimentation, et nous avons éloigné
la connaissance des enfants des produits d'où ça part. Et ensuite, cuisiner, c'est-à-dire préparer l'alimentation, les produits bruts pour en faire quelque chose des repas. Aujourd'hui, ce qui est de plus en plus délégué à l'industrie, mais nous pensons qu'il est important, d'ailleurs malheureusement ou heureusement, ces périodes de Covid ont été très favorables à la cuisine à la maison, donc à retrouver le sens de cuisiner et de préparer les aliments. Ensuite, bien sûr, comprendre et connaître le rapport de ces aliments avec la santé, avec une alimentation équilibrée, saine, et enfin le dernier point, durable, puisque cet impact-là est de plus en plus important. Moi j'aurais un écrit, je pense que ce sera. Pardon. Voilà. Et voilà. Et donc, tout ça est promu par Open Agri-Food. J'ai signé un appel avec mes compagnons de la tribune et vous, Florence, pour introduire une éducation à l'alimentation. Et comme je le disais, loin, malheureusement, éduquer à l'alimentation saine et équilibrée est le plus naturel possible, le moins ultra transformé possible. Ce n'est pas si simple. C'est une vraie éducation. Bien manger, c'est comme tout, ça s'apprend. Et ce n'est pas simpliste. Et je fais ça par référence avec les informations nutritionnelles qu'on prétend donner, comme le Nutri-Score. Le Nutri-Score qui est une très bonne intention, très simpliste, parce qu'elle compare 100 grammes de tout avec 100 grammes de tout. Comme le disait notre ministre Julien de Normandie l'autre jour, dont j'ai compris qu'il est favorable à une évolution du Nutri-Score, on ne peut pas comparer 100 grammes de tout avec 100 grammes de tout. On ne peut pas comparer 100 grammes de miel, personne ne mange 100 grammes de miel, qui a un Nutri-Score E, avec 100 grammes de yaourt, alors qu'une portion de yaourt, c'est 125 grammes. Donc, ça part d'une bonne intention, mais ça ne peut pas guider les gens, et en particulier pas les enfants, vers une alimentation équilibrée. Donc, l'équilibre, c'est la combinaison de tout. Aucun aliment n'est mauvais en soi ou bon en soi. Ce n'est qu'une question d'équilibre et donc de dose et d'assemblage. Et l'assemblage, c'est la cuisine, c'est la préparation, et voilà. Et donc, je suis un fervent aussi partisan de l'évolution du Nutri-Score, par exemple, et de la promotion d'une alimentation équilibrée, et pas seulement pour les enfants, mais pour tout le monde. Voilà ce qu'on va tenter de faire, sachant que, si j'ajoutais une petite parenthèse, Florence, quand on s'aperçoit que éduquer les enfants à bien manger, c'est très important, mais quand on s'aperçoit que dans les études de médecine, la partie consacrée à la nutrition est absolument anecdotique, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'efforts pour une promotion réelle à un bon équilibre alimentaire, à une bonne connaissance des produits. Vous êtes agriculteur, Brice, et effectivement, on a éloigné énormément les consommateurs du produit brut, de la connaissance de l'agriculture, de l'amont, et ça, il faut retrouver ce lien. Voilà notre boulot. Et donc, Open Agri-Food, je pense, a pris une super initiative d'introduire ce thème dans les débats. Merci beaucoup, merci. On va proposer à Valérie de se présenter aussi. Je rebondirai du coup sur vos présentations après. Voilà. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Valérie Bonnement. Je suis directrice générale adjointe du groupe Hopscotch et membre du directeur de Sopexat. Donc, Sopexat, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, est une agence de communication qui fait la promotion des produits en France et à l'international. Donc, voilà, acteur du secteur. Donc, moi, j'ai participé pour la première fois à Open Agri-Food cette année sur les sujets de l'export, tout naturellement, en lien avec notre métier chez Sopexat. Mais j'aurais pu aussi participer à votre atelier puisque nous sommes propriétaires de la Fondation du goût et la Semaine du goût. Donc, c'est un sujet que nous partageons
évidemment depuis très longtemps. Et je ne dis pas ça gratuitement parce que je trouve que c'est vraiment le sujet de ces événements et celui d'Open Agri-Food que tu as monté, Florence. Je trouve que ce qui est absolument formidable, c'est justement de se sentir moins seul sur les sujets et d'avancer ensemble. Et c'est vrai que de pouvoir signer ce manifeste et éventuellement voilà, avancer ensemble, je trouve que c'est… Si je peux me permettre, hein, Florence montre bien dans le manifeste qui a été signé qu'actuellement, il y a énormément d'initiatives privées, comme la vôtre, la Fondation du Goût. Nous, le groupe, on soutient une fondation qui s'appelle Sapere, l'école du goût. Il y a Danone qui supporte Clémentine, etc. Donc actuellement, il y a énormément d'initiatives privées et ça fait plaisir de voir qu'on est nombreux à s'intéresser au sujet. Et ce que nous réclamons, c'est qu'on trouve une place dans l'éducation nationale. Voilà, absolument. Et voilà, aussi parce que c'est compliqué d'être seul et de porter ces sujets seuls, notamment sur les histoires de financement. Je ferme la parenthèse. En tous les cas, moi, concernant l'atelier export, nous avons travaillé donc sur un sujet de promotion d'une marque France à l'international, et notre sujet était Paris Baguette, que j'ai présenté avec Mathieu Daude Duval de GEA. Peut-être qu'on en parle après, je ne sais pas. On peut en parler déjà en 2 mots, c'est intéressant de voir les projets qui… Donc l'idée, c'était vraiment de trouver un sujet un produit d'ailleurs, qui représente la France à l'export. On sait notre difficulté, puisqu'on a une telle richesse de produits, de terroirs, que peut-être que par rapport à d'autres concurrents qui peuvent être l'Espagne, l'Italie et autres, qui vont plutôt se focaliser sur un produit, eh bien, voilà, on avait vraiment ce sujet que de se concentrer sur un produit. On a donc choisi la baguette parce qu'elle est transversale, elle est symbolique, évidemment. Voilà, et on a eu l'idée de revisiter un peu la baguette au travers d'un projet qui finalement fédère tous les secteurs de l'alimentation, que ce soit les producteurs, les industriels, les chefs, voilà, tous les acteurs de la chaîne, et en embarquant avec nous toutes les fédérations, toutes les filières, que ce soit la charcuterie, le lait, le fromage, la viande et même le sucré, voilà, toutes les filières. Voilà. Donc un projet de promotion porté par des chefs partout dans le monde, et tout ça sous la bannière de la marque Taste France, puisque cette marque a été lancée juste avant le Covid en fait, par le ministère de l'Agriculture. Et il nous semble important de capitaliser sur cette marque qui représente donc tous les projets sur le secteur, mais de l'animer avec des projets qui viennent l'illustrer. Voilà. Merci beaucoup, merci. Jean-Baptiste, on vous donne la parole. Oui, bonjour à tous, je suis là. Jean-Baptiste Léger, donc, je suis directeur RSE et affaires publiques de Lidl, et j'ai eu le privilège de participer à l'atelier sur la contractualisation. Et donc, nous étions une dizaine de personnes qui avons réfléchi sur la contractualisation, qu'est-ce que c'est et comment ça se place finalement dans les débats contemporains sur les filières agricoles. On est arrivé au constat que la contractualisation, ce n'est pas uniquement le fait de signer un contrat, mais c'est beaucoup plus finalement un outil de création de valeur et de transparence au sein des filières. Et bien évidemment, cette discussion est intervenue en plein pendant les débats de la loi Egalim 2. Il y avait évidemment une résonance particulière avec l'actualité. Et donc, le bâton de pèlerin que nous avons pris dans cet atelier-là a été de faire savoir, faire connaître, présenter la contractualisation donc, comme outil de création de valeur et de transparence, avec 2 axes principaux. Le premier axe, c'est de lancer finalement un outil de recensement de toutes les bonnes pratiques qui peuvent avoir lieu en matière de contractualisation, que ce soit ce qu'on appelle la contractualisation amont entre producteurs et consommateurs, ou la contractualisation aval entre transformateurs et distributeurs, ou même les contractualisations tripartites, comme certaines enseignes comme Lidl peuvent le faire. Et une fois qu'on a finalement recensé ces bonnes pratiques de contractualisation, notre ambition était et sera de porter, de créer un guide finalement pour accompagner les acteurs futurs dans leur propre démarche de contractualisation, afin de rendre cela effectif et opérationnel pour toutes les filières, et du coup de
faire une boule de neige et renforcer du coup cette transparence et cette meilleure répartition de la valeur que tous les acteurs appellent de leur. Voilà, donc c'est l'ambition qu'on a portée pour les états généraux d'alimentation, en lien bien sûr avec tous les autres sujets portés par cette organisation. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et on va laisser Brice rebondir parce que peut-être tu peux déjà donner ton point de vue sur cet ABC de la contractualisation, Brice, et puis après nous parler de ton atelier à toi durant les EGA. Je ne m'étais pas trop préparé à répondre à d'autres, donc je vais plutôt rester en touche sur cette question-là. D'accord. Tout du moins, à chaque fois qu'il y a des contractualisations et qu'on emmène la filière, l'agriculture s'en porte que mieux. Je fais partie de 2 filières, Barilla et Irtac. C'est des blés qui sont avec une petite valorisation par rapport à nos pratiques que nous faisons déjà. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça permet de mettre de la valeur dans l'agriculture sur des petits points qui sont déjà effectués. Donc, pour revenir, je vais me présenter. Donc, Brice Volin, agriculteur dans l'Yonne, limite Loiret, sur une exploitation céréalière en zone intermédiaire, sur des sols à faible potentiel et avec des problématiques dues au climat depuis une dizaine d'années, donc soit des excès d'eau, soit de sécheresse à répétition. Donc, du coup, l'atelier climat qui m'était prédestiné cette année était vraiment dans mon intérêt. J'y ai retrouvé des échanges très constructifs avec de multiples personnes de différents abords. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment la vision de l'agriculture que tout le monde pourrait en avoir et de l'alimentation vis-à-vis du climat, qui est quand même un des sujets essentiels actuels. On entend tous les jours parler du climat, on entend tous les jours parler d'agriculture. Le problème, c'est qu'il y a une vision de l'agriculture qui n'est pas celle que moi, exploitant, ai par rapport au grand public. L'avantage, c'est qu'on a quand même Mathias qui est parmi les échanges. Donc, Mathias, c'est un jeune engagé pour la marche pour le climat. Ça permet d'échanger avec lui, de voir que tout n'est pas simple. Donc, ce qui donne un intérêt, c'est que dans ces échanges-là, on arrive à lui donner aussi nos positions et pourquoi on s'opposera à des visions qu'il pourrait avoir. Donc oui, je suis aussi représentant d'une association de communication positive agricole sur les réseaux sociaux. Et à ce titre-là, on essaye aussi toujours de donner la visibilité sur notre agriculture française qui est si vaste et qui est quand même très diversifiée et qui est quand même un grand atout pour la France et qu'il ne faudrait pas détricoter juste pour 2-3 petites choses. C'est quand même un point fort de notre pays. Et donc, du coup, vis-à-vis du climat, ça permet de montrer quand même que l'agriculture change, elle évolue, on a des nouvelles pratiques, on est en train d'essayer de trouver des solutions au niveau génétique, au niveau phyto, au niveau… je suis moi-même engagé aussi sur une partie sur l'exploitation en bio, mais je n'ai pas les résultats encore pour tout passer, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Donc, c'était pour montrer aussi que tout n'est pas noir et tout n'est pas rose. Il y a des situations où forcément… il faut laisser le temps aux choses. On ne fait qu'une récolte par an. Donc, que ce soit pour moi en céréales, mais alors en élevage, c'est encore pire parce que des animaux, avant qu'ils soient des chevrolets, c'est des cycles qui sont encore beaucoup plus longs. Et il faut laisser le temps aux choses parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et c'est important dans ces échanges-là qu'on le voie et qu'on l'intègre. Et donc, du coup, on a terminé quand même sur les échanges. En voyant quand même que moi j'ai fait partie de la partie climat où on a vu qu'il y avait un problème sur l'éducation. Donc on se retrouvait encore où il fallait expliquer aux plus jeunes l'agriculture et tout ce qui en découlait. Et que ce n'était pas que le CO2 la question, c'était tout son ensemble. Parce que à chaque fois qu'on enlève un point, ça peut faire varier d'autres choses. Et donc du coup, on a eu beaucoup d'échanges. C'était quand même très, très, très intéressant. Merci beaucoup, Brice. Je n'étais pas le rapporteur, c'était Serge et un autre, mais vous pouvez les retrouver en ligne, ils sont très bien présentés. Je ne voudrais pas… Merci, c'est une très bonne restitution. Et c'est justement, en fait, on le voit bien, il y a 4 représentants d'acteurs importants, et on le voit bien, chacun a souligné qu'il y avait à la fois une problématique effectivement de pédagogie, c'est indiscutable, mais aussi la partie collaborative. Vous avez tous fait allusion au fait que l'Open Agri-Food et ses ateliers
thématique, en fait, vous permettez à tous d'échanger avec des gens que vous croisez ou que vous ne croisez pas. Non. Mais en tout cas, ça permettait de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'Open Agri-Food et qu'est-ce qui va se passer, puisqu'il y a plein de choses qui se sont préparées auxquelles vous avez travaillé les uns les autres. Alors oui, sur ce qui s'est passé, je reviens juste pour les gens qui n'ont peut-être pas eu connaissance de la genèse de ces ateliers. En fait, l'Open Agri-Food, sa raison d'être, c'est de créer du lien entre tous les acteurs de la filière du champ à l'assiette. Et en créant ce lien, eh bien, on essaie de s'imposer comme l'outil du collaboratif sur la filière. Et je crois que là, incontestablement, aux yeux à la fois des acteurs de la filière, mais aussi du gouvernement, on est vraiment devenu cet outil. Et c'est en voulant devenir cet outil qu'on a proposé, après avoir rédigé le plan Agir Food, qui est un plan qui propose 76 actions collaboratives sur la filière et qui a été rédigé juste après le premier confinement. Dans ce plan, la première action qu'on proposait, c'était de conduire des états généraux de l'alimentation de manière récurrente, parce que ceux de 2017, malgré le marqueur de la loi Egalim qui les a peut-être un petit peu ternis, ont produit énormément d'avancées et de choses positives sur la filière. Et le seul regret qu'on pouvait avoir, c'était en fait qu'ils ne soient pas renouvelés plus régulièrement de façon à avancer encore sur les sujets et à faire un point sur ce qui avait été fait et pas fait. Donc, c'est comme ça qu'on a proposé des ateliers. Alors, on a proposé 12 ateliers, on ne s'était pas rendu compte vraiment de l'ampleur de la tâche, sur des sujets à la fois sur la transition agricole, puisqu'on a traité de la gestion de l'eau, on a traité de la contractualisation, comme Jean-Baptiste en a parlé, on a traité des plans de filière, qui était un atelier très, très touffu, et puis on a parlé aussi de la transition alimentaire, avec tout ce qui touche à la fracture alimentaire, à la sécurité sociale de l'alimentation. On a parlé des emballages, où on a déjà fait bien des progrès, et on le voit même encore tous les jours, où on avance à grands pas, mais où il reste encore beaucoup à faire. Et donc, on a, sur ces 12 ateliers, proposé en général 1 à 2 projets très concrets pour essayer d'avancer sur la filière. Alors, ça fait 20 projets, en fait, issus des EGA 2021. Et sur ces 20 projets, l'Open Agri-Food a choisi d'en incuber 3, qui sont les paiements pour services écosystémiques, parce que pour nous, ça fait partie de la pédagogie de l'alimentation aussi. Et puis, la fresque du bien-être animal, parce qu'on a senti que dans l'atelier bien-être animal, il y avait beaucoup à faire aussi. Et enfin, comprends ton assiette, qui est en lien avec l'éducation à l'alimentation à l'école. Ensuite, on a un outil nouveau du collaboratif sur la filière, dont on attend beaucoup, qui s'appelle Faire mieux, qui vient d'être créé, qui se penche sur 5 projets et qui va certainement les incuber tout au long de l'année. Et puis après, on a des acteurs économiques qui, à la demande, se sont lancés dans des projets. On a le Conseil national pour la résilience alimentaire qui va travailler sur la plateforme Autour de moi, c'est-à-dire le manger local. On a FIDAL, cabinet d'avocats qui s'est emparé de l'ABC de la contractualisation, et on espère qu'il va bien avancer parce que ça aussi, ça fait partie de la pédagogie. Et puis on a d'autres projets qui sont en maturation. On espère beaucoup que le Paris Baguette va avancer parce qu'on y croit beaucoup. On pense que c'est une vraie façon de défendre notre marque, la marque France à l'export. Alors, ça, c'est pour 2021. On s'était engagé sur 2022 à continuer les états généraux de l'alimentation. Après une concertation avec le cabinet du ministère qui a été très, très positif vis-à-vis de nous, qui nous a donné pas mal de pistes pour aller chercher des financements sur les projets 2021. On a convenu de mener que 2 par rapport à 12, que 2, mais à fond, 2 projets. Un sur l'information consommateur sur les pratiques agricoles
et un autre qui va le rejoindre certainement aussi, qui est l'information consommateur sur les pratiques agroalimentaires ou en tout cas sur la composition nutritionnelle des produits. Et on revient à ce Nutri-Score qui ne répond pas totalement à la demande et à toutes ces applications qui foisonnent, mais qui finalement, au lieu d'aider le citoyen consommateur, le perdent complètement et ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, on va travailler sur ces deux sujets cette année, avec les groupes de travail de la même manière, en essayant de mêler le plus possible tous les acteurs de la filière. Et évidemment, on incubera les 3 projets dont je vous ai parlé maintenant. Voilà la genèse des projets et ce qu'on va en faire, sachant qu'évidemment, notre fer de lance pour cette année, c'est comme Jean-Paul l'a si bien vendu, c'est l'éducation à l'alimentation à l'école et en particulier signer le manifeste, le faire signer par le plus grand nombre. Vous êtes là, si vous pensez que c'est important, signez-le vous aussi. Et nous le remettrons au ministre, au SIA, le 3 mars après-midi, en espérant qu'on aura tous nos ministres. Voilà. Et qu'on tiendra le salon. Oui, ça oui. Là, je crois qu'on est plus optimiste. Oui, il y a un petit bouffée d'espoir. Par rapport, justement, là, c'est les projets 2022. Comment ça va s'articuler, Florence, ces 2 projets et par rapport au manifeste? Alors, les projets 2022 vont se dérouler de la même manière que ceux de 2021, c'est-à-dire une recherche documentaire très forte au départ, pour qu'on parte tous avec un socle de connaissances communes. Ensuite, alors on essaiera de faire tout en présentiel parce que c'est tellement mieux, mais bon, si on ne peut pas, on fera en visio. Donc, une séance de brainstorm, une séance de priorisation des projets qui pourraient être les plus intéressants sur le sujet pour la filière. Et puis, une déclinaison de la fiche action du projet pour pouvoir avoir quelque chose de très concret à proposer à la fois aux acteurs économiques, mais aussi au gouvernement sur ces sujets. Voilà. Et par rapport au manifeste, le manifeste qui nous invite à signer, que ce soit des structures ou personnelles, ou à titre personnel, et le manifeste va en fait être, c'est la pierre angulaire, se positionne comment par rapport à l'ensemble de la démarche? Alors, en fait, le manifeste, c'est vraiment le travail de lobbying sur le fait qu'il faut que ça soit inscrit dans les programmes et qu'on ne peut pas faire autrement que passer par une étape, par le gouvernement et par l'Assemblée éventuellement. Mais derrière, il y a aussi toute une étape pour montrer qu'on n'est pas que dans la demande, mais qu'on voudrait aussi faciliter les choses. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une plateforme qui va recenser tous les sites que les élèves peuvent visiter dans l'alimentation, que ce soit des fermes, des boulangeries, des industries agroalimentaires, mais alors des visites très qualitatives, c'est-à-dire que le site ne sera sur la plateforme qu'après une habilitation, enfin, on sera allé le voir, on aura vérifié que pour les enfants c'est intéressant, que c'est à leur niveau, que c'est facile, etc. Et le deuxième volet de la plateforme, ça sera le recensement de tous les intervenants qui peuvent venir dans les classes pour aider les enseignants à faire cette éducation à l'alimentation. Sachant qu'on a un credo, c'est que ça ne peut pas être gratuit. Un agriculteur qui passe une après-midi à venir dans une classe, expliquer son métier aux élèves, pendant ce temps-là, il n'est pas en train de travailler ou de se reposer, donc ça mérite une rémunération. Et du coup, en retour, un certain niveau de qualité. Donc, et ça c'est valable pour tout ce qui sera référencé sur la plateforme. Mais on pense que si on économise dans la gestion des frais de santé liés à l'obésité et au diabète, il y a largement de quoi offrir à nos enfants le fait d'aller visiter une ferme ou de recevoir un agriculteur dans leur classe.
il faut. Vous participez, vous aussi, au niveau de l'ouverture de vos fermes, Brice, enfin de votre exploitation? Alors, j'y participe. Oui. Alors, j'y participe dans le cadre des JNA, à titre collectif, parce que c'est quand même assez prenant et d'accueillir du monde, c'est quand même toujours. C'est un milieu de travail, donc c'est un lieu professionnel. On n'est pas sur un lieu de réception de public, on n'est pas un magasin, on n'est pas. Donc, il y a quand même des règles à respecter. Et donc, du coup, nous, on le fait dans le cadre d'une CUMA, une coopérative d'utilisation de matériel agricole, où, donc, du coup, c'est notre centre d'activité. Et de là, on a fait une marche gourmande qui a très bien marché l'an dernier, avec des producteurs qui étaient autour. Un qui faisait des yaourts, un autre qui fait du lait, et on a expliqué aussi en même temps les interactions avec les abeilles, il y a beaucoup de questions, et ça a permis avec la jauge Covid de l'an dernier, c'était un petit peu complexe, on était 130 personnes sur la journée, donc on était très très contents. Après, j'ai participé à des événements plus ponctuels sur le climat. Là, on a fait une journée avec la CUMA encore, comme on s'est engagé dans le semi-direct et toutes ces utilisation bas carbone, pour expliquer aux gens, c'était une journée vraiment climat, on a passé un peu de temps. Et puis après, j'ai participé aussi une année avec une classe dans le cadre de Montchamp, je crois que c'était. Je sais plus comment c'était, l'exploitation avec une école. Je dirais des bêtises sur le nom de la plateforme, c'est avec Passion Céréales. À la base. Et le problème, c'est de tenir une année sur des céréales. Il y a toute la période d'hiver, on n'a pas de créneau à expliquer et parce qu'on n'a pas de choses qui s'y passent. Et la récolte, elle se passe dans un créneau de vacances. Donc, c'est compliqué. Le temps agricole et le temps scolaire n'est pas en adéquation pour une ferme céréalière, à part peut-être sur une culture de printemps, mais ça fait sur 2 cycles. Et c'est complexe à maintenir. Sauf si on a des visuels, oui, alors après, Passion Céréales nous propose des visuels. On a beaucoup de supports, les petites caméras virtuelles et tout, ça c'est super. Ça permet quand même d'avoir à étayer pour les jeunes, pour justement sur les métiers de l'agriculture. Et passer des messages aux adultes en même temps. Peut-être, puisque pour mon groupe, nous avons adhéré à l'association Alimentation Élevage, parce que moi je fais des produits laitiers, donc je suis très concerné par le partenaire producteur de lait, et vous savez qu'un des grands thèmes actuellement, c'est le bien-être animal. Donc avec Christiane Lambert qui préside cette alimentation, on s'aperçoit que dès qu'on montre la réalité aux gens, dès qu'on voit la façon dont les éleveurs s'occupent de leurs animaux, on fait l'objet de campagnes de dénigrement d'associations extrêmement actives, vous avez tous entendu parler, qui font des reportages chocs, des vidéos cachées, etc. Et quand on est au contact, comme je le suis, comme vous l'êtes, des éleveurs, quand on voit en fait la façon dont sont vraiment bien traités, moi j'ose le dire, les animaux, alors certainement il y a toujours des progrès à faire, certainement il y a, mais quand on voit même, je visite les élevages, la façon dont sont quasiment chouchoutés les animaux, les relations même entre les animaux et l'éleveur lui-même, qui sont souvent, j'ose le dire, quasiment affectives. Tout à fait. Moi, j'ai même rebondi tout de quand suite. on montre ça, les gens découvrent. Et c'est pour ça que Christiane insiste dans l'alimentation, pour que ce soit les éleveurs eux-mêmes qui soient sur les réseaux sociaux. Parce que si moi, qui ai toutes les qualités, il ne faut pas dénommer industriel. Ah, mais là, c'est méchant. Méchant, tout de suite. Comme nous. Voilà. Vous-même aussi. Non, mais si les gens parlent de leur vie avec leurs animaux, montrent la réalité, eh bien, ça change tout. Donc, elle incite les éleveurs, elle est éleveuse elle-même, à en parler sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez que comme on peut faire tout ce qu'on veut tous ensemble. Maintenant, les moyens les plus efficaces sont ceux qui sont pris en main par les acteurs eux-mêmes. Et là, je crois que c'est vrai que donner la parole aux producteurs, aux éleveurs, ça change beaucoup de choses. Comme quand on montre des légumes aux enfants. Ça vient de ça. Nous, notre fondation Sapere,
On prend une pomme. Hein. Alors on dit, voilà, ça c'est une pomme. Qu'est-ce que tu peux en faire? Tu peux la croquer, ok. Tu peux la râper, tu peux en faire une tarte, tu peux en faire un gratin, tu peux en faire plein de choses absolument fantastiques. Tu peux la mettre dans un chausson aux pommes, tu peux faire tout avec une pomme, tu peux faire une salade, tu peux faire… Et tout d'un coup, reconnecter les gens avec là où ça vient et de voir que c'est fait finalement dans les meilleures conditions possibles, même si on est d'accord qu'on va devoir réussir la révolution agricole et durable en même temps, hein, ça, c'est vraiment très important. Mais elle n'a jamais été si proche. C'est vrai. Tous les jours, elle évolue et tous les jours, il y a des bonnes pratiques qui sont mises en valeur. Et tous les jours, il n'y a jamais une réflexion à se dire on va détruire notre outil de travail. Non, mais bien sûr. Oui. D'ailleurs, c'est une question de bon sens. Hein. Si nous détruisions notre amour agricole, si nous, les industriels, on ne transforme plus rien, et puis vous ne distribuerez plus rien. Voilà. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant dans Open Agri-Food la notion de filière, parce qu'ici, on est 4. Et je suis content de voir Sopexat, parce que l'agriculture, l'industrie, la distribution, mais aussi l'exportation. Et c'est peut-être ça, probablement, que je reproche le plus à Egalim, c'est d'être uniquement franco-français. Et si on prend la révolution de l'agriculture durable, nous réclamons tous, je crois, la France ne veut pas être vertueuse toute seule alors qu'on est sur une Union européenne. Hein. Donc on ne peut pas, on saura réussir que collectivement. Et l'Europe d'ailleurs ne réussira que si le reste du monde marche avec nous. Sinon, on va exporter notre bilan carbone aux pays tiers, vous voyez, et c'est d'une hypocrisie sans nom, si on ne régule pas les importations. Vous voyez, c'est absolument… C'est pour ça qu'on dit au ministre, Egalim c'est bien, mais Egalim européen, il faut le faire. Parce que, profitons de la présidence française de l'Europe pour faire un Egalim européen, parce que sinon, tout seul, on ne peut pas être sur un marché commun sans règles communes. Hein. Voilà, ça c'était mon petit speech. Mais je trouve qu'ici, on est 4 qui représentent les 4 dimensions et que c'est très intéressant. Vous voyez, avant agricole, transformation, distribution et exportation. Oui, puis Florence, Jean-Paul, vous avez insisté sur la notion de collaboration. Je pense que c'est la vertu de l'Open Agri-Food, c'est la vertu aussi des États généraux de l'alimentation. Ça permet de montrer aussi au grand public, à tous les acteurs, qu'on est tout à fait suffisamment mature pour se mettre tous autour de la table, savoir identifier les enjeux communs et les traiter de manière apaisée. Et c'est vrai que ça permet de sortir un peu des postures qu'on peut voir parfois, qu'elles soient choisies ou subies malheureusement dans les on voit qu'il y a une personne qui parfois, effectivement, peut avoir une posture un peu dure, dans la réalité, savent très bien que les enjeux ne peuvent être traités de manière collaborative à plusieurs échelles, à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir comme ça des forums de paix et de collaboration où on peut vraiment construire ensemble. Très bien. On va peut-être passer, je suis sûre que vous avez des questions. Vous qui êtes derrière, parce que nous, on est tous ensemble, on a parlé collaboratif, on a dit forum Open Agri-Food, on assure, on est tous ensemble, vous avez vu, on remet le masque, on met le masque. Donc, mais vous, derrière l'écran, est-ce que vous avez des questions? Alors, je n'ai rien dans le fil de discussion. Moi, j'ai peut-être une question concernant le grand sujet de l'éducation à l'alimentation dans les écoles, qui, on le sait, est un sujet que Open Agri-Food porte depuis de très longtemps. J'aimerais bien aussi entendre Florence ou l'ensemble des participants. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ce déploiement? Est-ce un enjeu, on ne peut pas tout faire par l'éducation nationale qui doit gérer les problématiques d'éducation civique, de maths, français, ENCO, etc. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui
ce déploiement. Je vais juste répondre, puis après je donnerai aussi la parole. Je pense que Jean-Paul a certainement des choses à dire. Quand je suis allée présenter le programme, qu'on a passé pas mal de temps avec des parents d'élèves, avec des enseignants, à rédiger de la petite section jusqu'à la terminale, on a quand même phosphoré pour essayer de mettre tous les produits, à quel niveau, est-ce qu'on met la viande en CN1, alors évidemment, il est perfectible, évidemment, il faut qu'il soit remouliné par le Conseil supérieur des programmes, mais quand je suis allée à la DG School présenter, une des adjointes de Blanquer m'a dit « Madame, les programmes scolaires ne sont pas modifiables et c'est non négociable. » Voilà. Donc, voilà ce qui bloque. Et on le voit aujourd'hui avec les manifestations des enseignants et comment ça se passe avec le Covid. Ça bloque parce que c'est vraiment hyper compliqué de faire bouger l'éducation nationale. Et qu'on ne fait pas confiance aux enseignants, alors qu'eux, ils sont hyper pour, archi pour, ils nous ont aidés à faire le programme, ils ont envie qu'il y ait l'éducation à l'alimentation dans les écoles, etc. Mais entre les deux, il y a des gens qui décident que non, on ne fait pas. Parce qu'on ne va pas se fatiguer à rechercher des solutions pour faire cuisiner les élèves à la cantine, pour les emmener dans les fermes. Non, non, on fait ce qu'on fait toujours, et comme ça, c'est bien. Il y a aussi, Florence, parce que vous citez dans votre brochure toutes les initiatives privées, les fondations, que j'ai cité Clémentine, vous avez votre fondation. La semaine du goût. Vous avez la semaine du goût, nous on a notre initiative qui s'appelle S'appairer les écoles du goût. Donc on est plein à fournir des kits d'éducation. Pourtant, et au début, pour la propre fondation qu'on a, on était admis dans les écoles. C'est-à-dire que les enseignants pouvaient nous faire une place. Alors, on n'a que des bénévoles qui sont entraînés à former et qui impliquent le prof dans la formation. Et on a été interdit des écoles, pour la raison que vous dites, c'est-à-dire qu'on ne fait pas partie d'un programme officiel labellisé. Alors, moi, je trouve que c'est ridicule, sachant quand même qu'on est sur un sujet polémique. Parce qu'il y a des véganes qui ne supporteront pas qu'on parle de produits animaux. Voilà. Qui vont dire, oui, l'école, c'est le problème. Les méchants agriculteurs et les méchants industriels nettoient le cerveau de mes enfants en disant qu'on peut manger de la viande et des produits animaux. Ouais. Bon, alors, vous voyez, on est quand même sur des sujets délicats. Il y a les interdits religieux aussi, il y a tout ça. Ce qui fait que c'est difficile de parler de toute l'alimentation comme nous voulons le faire de façon apaisée. Il ne faut pas sous-estimer l'obstacle vous avez politique. raison, l'alimentation, ça soulève tous les sujets sociétaux. Donc, oui. L'école, de fait, est vraiment le réceptacle de tous ces sujets qui sont alimentés ensuite. Voilà. Alors nous, c'est vrai qu'on a la chance d'être historiquement, de pouvoir donner ces leçons de goût dans les écoles, mais c'est une semaine par an. C'est quand même 17 000 classes. C'est bien. Là, c'est labellisé par le ministère de l'Agriculture. Mais voilà, on est un peu seul et on finance quasiment seul. On a heureusement quelques partenaires, mais c'est vrai que c'est. Et je trouve, encore une fois, pour faire le lien avec Open Agri-Food, c'est peut-être la vertu de cet événement aussi, c'est de pouvoir fédérer des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. On fait tous partie. Et peut-être que ça soit plus fort, plus impactant ensemble. Je trouve que c'est vraiment. Voilà, il y a une chose que je voulais rajouter sur Open Agri-Food qui m'a surpris parce que je ne connaissais pas l'événement, c'est justement la présence des étudiants qui est très forte, très importante. Et du coup, c'est vrai que je suis d'agriculture aussi, c'est ravi, et d'être amie aussi. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup de voir ces jeunes qui s'investissent dans la filière. Et j'ai eu l'occasion de discuter pas mal avec
des jeunes, des hommes, enfin des jeunes hommes, des jeunes filles qui s'engagent par exemple dans l'élevage avec des idées très précises et voilà, enfin, c'est très incarné et j'ai trouvé ça aussi très positif comme la place qui est donnée aux étudiants et qui contribue probablement à l'attractivité de la filière. Oui, moi il y a un point qui me frappe dans ce que tu disais Florence et dans ce que vous dites aussi, c'est finalement la question générale de qui est légitime pour porter des sujets d'intérêt général. Et on comprend tout à fait la prudence, la méfiance parfois que peuvent avoir certains acteurs de l'État ou de l'administration vis-à-vis d'initiatives qui sont portées par le privé. Et par le passé, il y a eu des déviances et il faut le reconnaître aussi. Mais en même temps, l'Open Agri-Food montre que s'il n'y avait pas certains acteurs privés de bonne volonté pour porter ces sujets d'intérêt général, ou du moins qui perçoivent l'intérêt général, ça n'avancerait pas. Et ça ne répondrait pas aux attentes de la société, ça ne créerait pas ces forums dont on parle sur des sujets spécifiques ou sur des sujets généraux. Donc je pense qu'il faut aussi affirmer que c'est tout à fait légitime, on fait partie de la société pour porter ces sujets-là, et même si on n'a pas la vocation à se les approprier ou à se les accaparer, c'est légitime qu'on puisse y contribuer. Tout à fait. Et ça, c'est vrai ce que vous dites. Moi, ce que je trouve parmi les choses les plus passionnantes, au-delà des tables rondes sur la scène, c'était les tables où on était réunis pour discuter. Et effectivement, le fait qu'il y ait des étudiants, des jeunes gens, parce que nous, on est 4 professionnels ici à représenter les filières. Mais là, le fait qu'il y ait des jeunes, des étudiants, et de toutes opinions, d'ailleurs, c'était vraiment passionnant. Alors ça, je crois que c'est vraiment open. Et je crois que c'est la seule organisation que je connaisse où il y a une fédération, non seulement de toutes les filières, mais aussi du public et des jeunes qui sont la société d'aujourd'hui, de demain. C'était très intéressant. Et moi, j'ai trouvé un grand intérêt dans ma table à discuter avec ces jeunes gens, au lieu de rester entre nous, finalement. Denis ? Oui, j'ai une question de Denis. Oui, enfin, une question. Je voulais intervenir simplement pour rassurer certains, parce que quand même, il y a quand même un certain nombre d'acteurs du monde professionnel agricole aux côtés de Brice pour intervenir dans les classes. Moi, je le fais régulièrement. Bon, là, on est un peu freiné par le Covid, mais j'ai eu l'occasion d'intervenir quand même au premier trimestre, notamment pendant la semaine du goût, puisque j'ai été sollicité à ce moment-là, mais pas que, puisque ça fait 20 ans qu'en Île-de-France, on intervient dans les classes. Et on ne fait pas que les classes, on fait aussi les forums de métiers, les interventions auprès des étudiants, voire des débats publics dans certaines communes. C'est en route, ça marche, ça fonctionne. Ce n'est pas toujours facile, il faut se remettre en question souvent, mais je voulais rassurer les quelques questions qui avaient lieu, qui étaient autour de la communication de nos métiers vers le grand public. Et moi, je suis persuadé qu'il faut entraîner plus de professionnels encore à y aller. Il n'y a pas de frein des académies. Moi, je n'en ai jamais rencontré, puisque là, justement, on est en train de remettre en route les interventions dans les écoles de Paris Intramuros, que j'ai fait il y a 2-3 ans. Bon, ça a changé l'académie, les têtes ont changé. Donc, il faut relancer le navire. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. Moi, j'y crois. Alors, c'est sûr qu'il faut forcer un peu les portes parfois. Et puis, pour avoir participé antérieurement, alors pas cette année, à l'Open Agri-Food, moi, je trouve ça formidable. En plus, c'est un département qui est quand même très agricole, donc ça va très bien. Voilà. Bravo aux initiatives, en tout cas, de communication de manière générale vers le grand public. Les jeunes ont besoin de perspectives. Et ils peuvent découvrir justement que nos métiers peuvent être passionnants et intéressants. Enfin, moi, je vois au travers des réflexions des plus jeunes ce type de réaction. Voilà, je voulais vous encourager. Merci. Et bravo à Brice pour son intervention. Que je côtoie par France Agri-Tweetos. Merci, Denis. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu Marie-Pierre Ellis tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est toujours là. Non. Oui, si, elle est présente. Elle est discrète. Bonjour Marie-Pierre. Non, ça c'est moi.
Marie-Pierre n'est peut-être pas devant son écran. D'accord, d'accord. Elle a désactivé le son. Peut-être un petit peu lui donner la parole par rapport à l'élevage et au BEA, enfin au bien-être animal, mais bon. Moi, je voulais rebondir aussi sur la partie éducation, alimentation. Par rapport, justement, c'est un témoignage de mes enfants, ils sont à l'école, donc dans une école rurale, et toutes les semaines, elles ont un repas végétarien, et les 4/5 du temps, c'est un substitut à base de soja. Dans ma commune, s'il y a 1 hectare de soja de produit, et dans ma région, s'il y a 1000 hectares de soja, ça se résume qu'à ça. Et je trouve qu'on est en train de détricoter notre alimentation pour des bien-pensants sans avoir vraiment le produit à la place. Et ça me gêne énormément. Alors qu'on est sur des zones où on est en promotion de charolais, de poulet, de choses. Après, si on veut faire un repas végétarien, il faut qu'il soit avec d'autres bases que du soja. Et ça, c'est quand je prends le repas de cantine toutes les semaines, ça me rend fou. Je peux être que d'accord avec vous, parce que moi, c'est la facilité des alternatives végétales au fromage, puisque moi, je suis un industriel, je colle aux attentes mais je ne vends pas, si vous permettez, n'importe quoi. Je suis scandalisé. C'est un témoignage. Et en plus, on vend ça sous prétexte que c'est bon pour la planète et bon pour la santé. Or, pour la santé, quand vous regardez les valeurs nutritionnelles de ces alternatives végétales, d'abord, c'est ultra processé. C'est ultra processé, avec plein d'additifs, de machins, de trucs. Ensuite, les valeurs nutritionnelles sont scandaleuses. Je vois ce qui se qualifie d'alternative au fromage, il y a 0 g de protéines. Oui. Vous entendez ça? C'est-à-dire ça porte des noms de fromage et il n'y a pas de protéines. Alors que le lait, la qualité des protéines laitières, c'est des protéines d'extrêmement grande qualité et essentielles pour la croissance des enfants. Donc vous allez avoir des gens qui, avec pleine bonne conscience, vont donner des produits à manger à leurs enfants sans protéines, sous prétexte que c'est végétal. Donc là, il y a un vrai problème. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup mon ami Emmanuel Vasnex qui soutient Open Agri-Food, parce que lui, il fait des produits végétaux, mais il cherche à développer des filières françaises, tracées, sans OGM et vraiment de bonne qualité, quoi. Parce que le soja est quand même, au niveau protéique, une des meilleures sources végétales. Bien sûr, mais après, ce qui me gêne, c'est qu'on essaye de faire un substitut de ressemblance. Saucisse, vous voyez, à chaque fois, tout est travaillé dans le steak, dans le... Mon épouse, quand elle veut manger végétal, elle fait un bon plat. Mais oui, mais on peut faire d'autres choses. Avec des aliments bruts. Voilà, des lasagnes de légumes. Mais arrêtons de vouloir toujours substituer par un produit qui n'est pas du tout celui-là. Vous voyez, c'est pour ça que l'éducation à l'alimentation est quelque chose de compliqué quand même. Parce que partant d'une bonne intention, de dire on va faire un repas végétarien, je ne sais même pas si c'est une bonne intention. Non, mais ça peut permettre on peut faire découvrir qu'on peut manger différemment, plus végétal, plus meilleur. Ça, là, certainement, pour l'impact méthane, en tout cas, de nos animaux. Mais là, on va tomber dans des débats qui vont faire qu'on va... Là, on ne va plus être assez nombreux pour faire un débat. Là, vous allez avoir toutes les opinions. C'est vraiment le sujet de notre deuxième groupe de travail sur l'information consommateur et la nutrition des produits. Un mot ou un témoignage sur les filières et sur l'aspect local. C'est vrai que nos filières tripartites, aujourd'hui, les plafonnes à 20%. Soit sur le bœuf ou sur le porc, 20% de l'offre qu'on a. Et donc, c'est vrai qu'on recherche, nous, à établir des contrats quadripartites avec des acteurs de la restauration collective publique. Tout simplement parce que c'est aujourd'hui des acteurs qui, par exemple, sur la filière bœuf, coulent beaucoup de hachés, là où nous, en distribution, on vend beaucoup plus de pièces. Donc, c'est vrai qu'il y aura un équilibre en matière à chercher, etc. Et c'est vrai qu'on a dû beaucoup rencontrer sur plusieurs régions françaises des acteurs des achats, ou des acteurs qui étaient investis dans des PAT, pour essayer de voir quel potentiel de collaboration il pourrait y avoir. Et ce qui m'a frappé,
alors je ne veux pas mettre de jugement général ou négatif, mais c'est vrai qu'il y avait une culture achat qui était très orientée sur le prix. Mais le prix d'achat, non pas la question de la rémunération des éleveurs, ni même celle de la qualité ou de la localité. Et donc c'est intéressant parce qu'on voit finalement qu'il y a aussi un enjeu d'éducation ou de partager avec d'autres acteurs. Je ne dis pas que nous sommes exemplaires, je dis juste que du coup, il y a aujourd'hui des différences de perception ou de maturité ou de. Il y a des questions quand même, c'est Jean-Baptiste. Hein, oui, Jean-Baptiste, il y a des questions de budget. Vous avez demandé aux intendants des écoles combien ils ont pour fabriquer un repas. Il y a des questions élémentaires, comme la classe, hein, de budget. Ils ont très peu de sous. Hein. Si vous permettez, vous représentez la grande distribution des clients difficiles, quelquefois durs en termes d'achat, mais eux, ils sont plus que durs, ils sont contraints. Ils sont contraints. Hein. Et alors, effectivement, ça, c'est un des problèmes fondamentaux. On va beaucoup parler d'inflation, hélas, entre nous, cette année. Maintenant, de leur côté, la restauration sociale, hein, que nous qualifions de restauration sociale, est contrainte par des budgets extrêmement étroits. Hein. Mais extrêmement étroits. Ce qui est dommage, c'est que personne ne sait le vrai prix d'un repas qui est servi à la cantine. Là, je pense que c'est des thèmes qu'on pourra faire sortir et inviter à Open Agri-Food des intendants d'école qui vous disent combien ils ont. Dans les entreprises aussi, il y a la restauration collective, mais elle est riche par rapport à la restauration scolaire. Hein. Nous, on sait bien comme client, c'est la restauration scolaire qui est la plus pauvre. Hein. Même la restauration hospitalière est dotée de plus de moyens. Un intendant d'école, il a très peu de sous. C'est peut-être là à la base. Hein? C'est sûrement là. Parce que là, j'ai toujours lu que sur le prix d'un repas, la part liée à l'ingrédient est finalement très faible par rapport à toute l'infrastructure. Il y a peut-être effectivement, pour parler d'éducation, effectivement, déjà remettre de la qualité, enfin, ou du goût pour les enfants, parce que ce sont eux les premiers concernés, et ce sont ceux qui parlent, donc c'est génial parce qu'ils s'expriment là-dessus. Et je pense qu'effectivement, ce serait une bonne idée d'avoir des intendants oui, ça serait, autour de la table. Parce que vous voyez, moi, mon métier de base, que j'aime le plus, c'est le fromage. Et savez-vous pourquoi on mange plus de Cantal dans les écoles que c'est pas parce que les petits-enfants adorent le Cantal, c'est parce que c'est le fromage en portion moins cher. Voilà, c'est comme ça. Hein. Et voilà, alors après, tant mieux, parce que c'est un bon fromage quand même. C'est un peu le sujet de ces gens qui ont des budgets serrés. Donc l'argent, on en revient toujours, hein, que ce soit le consommateur, que ce soit à un moment donné le montant que et la création de valeur aussi. On voit bien qu'il y a une articulation autour de toutes ces problématiques, mais effectivement, le prix est un arbitre, en tout cas, pèse énormément sur toute l'alimentation. Et on voit qu'avec le Covid, quand même, la connexion santé-alimentation se fait de plus en plus et dans tous les milieux. C'est quelque chose qui va, je pense, qui va monter parce qu'on voit bien quand même que ceux qui sont morts les premiers, c'est les obèses, c'est les gens en mauvaise santé. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui va rester en toile de fond. Je vois une main levée, ce sera la dernière Gilles Cressman. Personne, voilà. Je voudrais juste faire remarquer que quand on impose aux cantines scolaires d'acheter des produits bio qui coûtent 20 à 30% plus cher, mais ça veut dire qu'on diminue aussi les portions qui peuvent être positives dans d'autres domaines de l'alimentation. Et c'est quand on voit qu'un repas, on est à quelques centimes près pour pouvoir boucler, gaspiller de l'argent en payant 30 ou 40% plus cher, même sur un repas sur 5, je trouve ça un mauvais calcul, mais c'est un autre débat. C'est vrai. Merci d'avoir souligné. Merci. Il est 12h04. Il est l'heure puisqu'on a parlé d'éducation à l'alimentation, on a parlé de l'alimentation, on a parlé bien sûr de travail collaboratif et de pistes pour l'éducation à l'alimentation.
mais il est l'heure de déjeuner, justement, d'aller convivialement ou pas, tout seul devant son écran. Mais c'est l'heure de se quitter. Je vais vous remercier tous. Merci Laurence, merci à tous les participants, merci beaucoup à nos invités. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup Florence. Merci beaucoup au CIRPA de nous faire le plaisir de nous inviter régulièrement, de nous donner cette possibilité d'échanger avec vous. Merci beaucoup Laurence, malgré tes soucis de santé, de nous avoir accompagnés ce matin. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.